Bonjour à tous, Ulrich Génisson, fondateur d'Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015, donc ça doit faire la 14e fois que je le dis, je crois. Il va falloir que je change d'introduction. Et auteur du grand livre d'alimentation cétogène et de Bonjour Keto. Et je rappelle que je suis moi-même en céto-nutritionnel depuis bientôt 11 ans, depuis 2013, et toujours en vie. Donc je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Jean-Baptiste, que je connais depuis quelques années, et qui va partager avec nous son expérience du régime cétogène. Donc bonjour Jean-Baptiste. Bonjour à tous. Alors voilà, je suis Jean-Baptiste. Je travaille en tant que masseur kinésithérapeute et je suis passé en diète cétogène maintenant, je pense que ça fait 3 ans, je dirais. Mhm. Alors j'ai commencé pour diverses raisons. La première raison, c'était le confort intestinal, hein. J'étais très occupé comme tous les gens en libéral et j'essayais de faire du sport pour compenser. Et le problème que j'avais, c'est que j'arrivais plus à rien digérer. Alors j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation, j'ai fait des diètes d'élimination. J'ai commencé par éliminer le gluten, j'ai ensuite, éliminé pour réintroduire les produits laitiers. Enfin, c'était très, très chiant, très contraignant et puis, malgré 2 ans d'efforts avec, un grand nom dans le domaine du microbiote en France, j'ai eu un plateau, vraiment nul et j'ai tout envoyé, bouler et j'ai décidé de tester, la diète cétogène. D'accord. Donc quand tu dis des problèmes digestifs, c'était plutôt, prolifération bactérienne, c'est-à-dire le ventre gonflé, problème de quels étaient tes problèmes exactement? J'allais à la selle hyper fréquemment, Mmh. beaucoup trop fréquemment pour un humain de mon âge Mmh. et si tu veux, c'était devenu un tel point que je calculais, mes trajets en voiture en me disant: «Faut que j'arrive à l'heure». Au cabinet où je travaillais, on m'avait laissé la salle la plus proche des toilettes, enfin, ce genre de truc, quoi. Vraiment, horrible, très handicapant et quand j'essayais de faire du sport, de me remettre, j'avais un passé une demi-heure d'effort, en fait, je pouvais plus. Il fallait vraiment que j'y aille et j'avais ce plateau et je me disais: «Mais j'étais jeune à l'époque, j'avais 30 ans» et Mmh. je me disais: «Mais je suis déjà foutu, en fait» et j'avais du mal à l'accepter. Et donc ça ton alimentation à ce moment-là ressemblait à quoi en gros? Elle Dans les était, grandes lignes? hyper glucidique, hein. Mmh. À l'époque, j'étais assez peu informé sur la question, donc je mangeais plein de sucre lent, du riz, des pâtes, je buvais aussi pas mal d'alcool, ça n'aidait pas. Mmh. Je mangeais plein de fibres parce qu'il faut manger plein de fibres. Mmh. Enfin bref, j'avais tout compris et en fait, ça a ça fonctionnait pas, ça m'a plutôt détruit, Ouais. Et donc du coup, tu te dis: «Régime cétogène», comment tu découvres quel est le l'élément qui t'a permis de t'initier au régime cétogène? sur un site complotiste. Un site J'en ai complotiste? entendu parler et du coup, je suis allé voir, le thérapeute que j'avais à l'époque, hein, qui est un micronutritionniste et je lui ai dit: «Voilà, je vais faire ça, j'en ai plein le dos» et il m'a dit: «Non, fais surtout pas ça, tu vas te détruire et tout» et en 2 semaines, en fait, mes soucis intestinaux sont partis et là, je me suis dit: «Mais bordel, c'est un truc que j'ai trouvé sur un site complotiste et ça a l'air de me faire, un bien de fou». Le complot t'a fait du bien en fait. La théorie du complot. Alors concrètement, tu commences ton régime cétogène, on est dans les années 2020, quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça, 2020. Voilà. Et comment tu commences ton régime cétogène qui en 15 jours, t'élimine tes problèmes intestinaux? Il ressemble à quoi à ce moment-là? C'est assez brouillon parce que j'étais pas bien informé, hein. Je lisais, tout ce que je trouvais sur internet sur le sujet, mais je comprends qu'il y a et heureusement, j'ai trouvé l'info, je comprends qu'il y a un seuil de glucides à pas dépasser et très vite, quand j'ai manqué de détails et que j'ai vu que ça partait dans tous les sens, qu'il y avait tout et n'importe quoi, là, je suis tombé sur la Céto Academy et là, je me suis Mmh. dit: «Ça y est» et là, ça commençait à être plus structuré, mais au début, c'était de l'élimination pure et simple, hein, de tout ce qui était glucidique Ouais, donc le riz, les pâtes, le pain, ces choses-là? et même beaucoup de légumes, hein, parce que moi, il y a des choses que je pouvais même plus manger, si tu m'aurais dit que j'aurais pu un jour remanger de la choucroute, je t'aurais pas cru. Ouais. Parce que j'étais liquide, quoi. Mmh. Bien J'étais sûr. liquide
Donc, en 15 jours, tu as un gros mieux sur tes intestins, tu commences à découvrir un peu le régime cétogène, tu viens à la Céto Academy, tu fais rapidement toute la Céto Academy, tu te formes. Voilà. Et comment ça se passe? Donc, du coup, quel type de régime cétogène, il y a 2 ans et demi, 3 ans, tu mets en place? Comment ça se passe? Bah, voilà, hein, je suis le Français de base, je suis pas un sportif de compétition. J'aime bien le pain et je me dis, ça c'était un gros point. Ouais, comment je vais faire pour le pain? Et puis voilà, je tombe sur les recettes, je commence à m'y mettre et je cuisine très mal, il faut le dire. Mais, mais par contre ça marche, c'est simple à faire et ça m'a permis de passer cette période où j'en avais besoin et bah, à la fin, on n'a plus fait de pain avec ma femme et ce qui était chouette, c'est que ma femme, dès le début, elle a commencé à faire le truc parce qu'elle a vu que j'allais mieux, quoi. Et elle, pour la petite info, elle avait énormément de migraines, mais vraiment les migraines où les La gens vraie ils migraine, vomissent, la vraie où ils se migraine, mettent ouais. dans le noir. Mmh. Au début où j'étais avec elle, elle s'évanouissait spontanément des fois quand elle avait la migraine et moi j'étais flippé. Et, et pareil, en fait, tout simplement en coupant les glucides si importants pour le cerveau, bah ça a dégagé, quoi. Ouais. Et Et ça depuis, c'est fantastique. J'en parlais encore il y a pas très longtemps. Il y a une étude très récente qui est tombée avec, double aveugle, plusieurs groupes, randomisés, avec un régime cétogène et d'autres régimes. En fait, le régime cétogène a clairement fait ses preuves de l'efficacité sur les migraines. Et je parle pas du petit mal de tête qu'on a une fois de temps en temps, je parle de la vraie migraine où les gens sont alités dans le noir, comme tu dis, où les médicaments sont en échec. C'est-à-dire que les médicaments, ils font plus rien. Le ouais, régime exact. cétogène est efficace. C'est à envisager. Puis alors elle, comme elle était très saoulée au début d'avoir une alimentation pauvre en glucides, heu, au début, elle y est pas restée en permanence en cétose et puis à chaque fois qu'elle faisait un excès, bam, elle reprenait une migraine et alors là, mais elle y est convaincue de chez convaincue, hein et pourtant c'est une, tête de mule, honnêtement et du coup là, ouais, ça c'est parti et donc bah, voilà, on a vécu, très simplement et puis là, avec le temps, on s'est puis en parlant avec toi, en lisant plus sur le sujet, on a compris vraiment, l'importance des micronutriments. On a vu que c'était pas terrible ce qu'on faisait, puis, on est devenus beaucoup plus intéressés et portés sur les produits animaux. Donc moi, aujourd'hui, je suis passé, de quelqu'un qui ne mangeait plus que du riz parce que, voilà, je digérais plus que ça et à quelqu'un qui peut manger, facilement, très facilement 1 kilo de viande sur une journée et plein d'œufs. Genre, j'ai une consommation d'œufs, effrayante pour la plupart des gens normaux et ce qui est chouette aussi, c'est que mon poids, il varie plus. J'ai atteint un stade, en fait, où, j'étais très maigre, hein, forcément quand j'étais pas en alimentation cétogène. J'ai revu des photos récemment, j'avais les joues creusées, je faisais pitié à voir, quoi Ouais, parce que les et problèmes là intestinaux, il y a une mauvaise absorption à la fois des protéines et des micronutriments. ah ouais, non, Alors mais que dès lors que j'étais tu résous tes problèmes de digestion, déjà, tu te retrouves à une muqueuse intestinale qui est plus prédisposée à mieux assimiler les nutriments, que ce soit macro ou micro. Donc tu t'es rempli mieux. carrément et quantité d'énergie folle. Ça aussi, ça a été, parce que j'étais quand même obligé de dormir 1 heure entre midi et 2. Il faut le dire Ouais, il y a et encore moi, des je me gens dis qui croient que c'est normal d'avoir un coup de barre après manger les midis et que la sieste, c'est normal. Alors non, ce n'est pas normal, c'est juste totalement lié à une grosse consommation de glucides. voilà et ça, le jour où j'ai compris que je pouvais faire sans, j'ai gagné, un temps de fou dans ma vie et puis j'ai arrêté, bien sûr, d'avoir ces pics, d'insuline avec ces crashs derrière où on se sent, vraiment comme un moins que rien. Donc j'ai gagné du temps, énormément et je me suis rendu compte aussi que je pouvais sauter des repas, sans que ça parte en vrille complètement et que je m'évanouisse, quoi. Ouais. Ton corps s'est Mmh. affranchi du frigo, c'est-à-dire qu'en fait, tu manges quand tu en as envie ou quand tu as le temps de manger, mais tu n'es pas en hypoglycémie, complètement à court d'énergie parce que tu as mangé il y a plus de 4 heures. C'est exactement ça et c'est pour ça, moi aussi, que la diète, bah, là, on pourrait dire que je suis en diète carnivore, hein, vraiment, parce Mmh. que les légumes, je vais les utiliser, comme bonus, comme agrément, parce que c'est sympa de manger une salade verte en été.
parce que, une tomate de temps en temps, c'est cool, parce que ça rajoute d'autres textures, mais, j'aurais vraiment ça plutôt comme du bonus, alors qu'avant, c'était vraiment, le truc principal de mon alimentation, quoi. Donc justement, on va en parler. Ton régime cétogène, au début, il y a à peu près 3 ans, c'est un régime cétogène à peu près normal, avec peut-être de Classique, l'avocat, des légumes, de la viande, des œufs, du exactement, fromage, un peu tout, on les va dire, grands classiques, ouais, les très grands classiques. généralistes. Et petit à petit, avec le temps, tu te rends compte que les végétaux, comme beaucoup d'ailleurs en keto avec les années, tu te rends compte que les végétaux, c'est pas très nourrissant, ça sert pas à grand chose parce que c'est pas super riche en micronutriments. Quand on regarde ce qu'il y a dans un morceau de viande, un morceau de foie, des œufs, et cetera, ou les produits laitiers, on se rend compte que c'est beaucoup plus intéressant que du choucal ou du chou-fleur. Bah, ouais, Et donc naturellement, on perd cette appétence pour les légumes et donc tu arrives sur un régime plus ou moins carnivore maintenant. carrément, ouais. Voilà. Donc et puis ce qui est très rigolo, c'est que le goût a changé aussi, l'attirance pour certains aliments. Moi, là, il aurait fallu me torturer avant pour me faire manger du foie. Et ben, je peux manger du foie, je peux manger, de la cervelle, des rognons, des abats dans tous les sens, je dégoûte tout le monde, mais c'est pas grave, ça me fait du bien. Donc ouais, mon goût et mon attirance pour la nourriture et ma relation à la nourriture a complètement changé, hein. Quand j'étais vraiment dans une boucle infernale où, fallait sans arrêt que je recharge les batteries et pour, faire une sieste, pour pouvoir recontinuer la journée, enfin ça avait aucun sens. Et là, en fait, si je me lève le matin, que j'ai pas faim, je mange pas et j'attends d'avoir faim pour manger, en fait. Et je peux faire, très facilement un seul repas sur la journée alors qu'avant, c'était impossible et je Ça, peux c'est aussi c'est vraiment très important ce que tu dis parce que retrouver la véritable notion de satiété, et les gens l'ont quasiment tous perdu avec les glucides et ouais, ils sont soit même sur un repas, ils sont pas capables de manger assez, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent avant d'avoir la vraie satiété, ou d'autre côté, ils vont faire 3 repas par jour sans vraiment en avoir besoin. Cette notion de satiété, elle est centrale pour le bien-être ou pour la perte de poids et elle n'est pas encore, bien comprise par tout le monde. et ça, c'est vrai que ça a pas été évident ça, du tout. Même au début pour moi qui adore manger, heu, j'étais très vite saturé parce que j'avais pas l'habitude, je pense, de pouvoir manger, autant de nourriture aussi riche sur une période aussi courte, que mon corps il avait pas l'habitude tout simplement. Et alors maintenant j'ai un appétit, enfin voilà, je fais vraiment peur à table, hein. Et mais ce qui est cool, c'est que je peux faire un repas et j'ai un gain de temps incroyable et pour mon activité, c'est super aussi. Et par exemple à midi, moi je vais favoriser mon exposition au soleil plutôt que de me remplir à tout prix. Moi, c'est le matin que je mange comme un furieux en ce moment ou le midi. Mais ça va être l'un ou l'autre, ça va être très rarement être les 2. Sauf, par gourmandise, quand on met une entrecôte grillée, avec un beurre persillé dessus, j'ai du mal à pas la manger, c'est vrai. Mais mais sinon, si c'est moi qui dois cuisiner et tout, j'attends d'avoir vraiment la dalle et alors je mange jusqu'à plus pouvoir, quoi. Et ça, c'était très nouveau pour moi. Alors du coup, à quoi ressemble aujourd'hui ton alimentation cétogène au bout de 3 ans? Donc c'est plutôt carnivore, plutôt de la viande? C'est plutôt de la viande et des œufs. Il y a Voilà. des poissons aussi, mais je suis Mmh. hyper difficile avec le poisson. Et ici en France, j'ai aussi un gros problème avec les laitages. J'ai beaucoup Mmh. de laitages fabuleux, mais comme tu sais, voilà, on s'est pas étiqueté à 2 et je pense que moi, quand Mmh. c'est pas à 2, ça doit pas m'aller et si j'ai Mmh. du lait, industriel de merde, par exemple, on va dire du mal d'une faisselle parce que j'adore la faisselle. Mmh. Je prends de la faisselle de merde rayant, Mmh. qui a un goût acide, bah là, le lendemain, ça va pas, quoi. Ouais, donc certainement du lait qui vient de Holstein, de Bretagne, caséin à 100 quasiment, bim. Voilà, ça se pardonne pas et puis je vais m'enrhumer, Mmh. alors que j'ai pas pris froid et tout. Ouais. Et d'un autre côté, je peux, me faire des kéfirs, avec un lait que je trouvais, cru et tout et ça je peux abuser vraiment et je suis pas enrhumé, quoi. Ouais, non, non, mais c'est clair. Je l'ai répété, plusieurs fois et je vais encore le répéter là parce que pour moi c'est important. Les produits laitiers ne sont pas directement cause des problèmes. C'est un certain type de produits laitiers, des produits laitiers industriels totalement créés par les êtres humains, par croisement génétique. Donc les vaches à l'origine, comme,
Les bufflonnes, comme d'autres animaux, ont une protéine qui s'appelle la caséine. Cette caséine est divisée en deux grandes familles, bêta-caséine A1, bêta-caséine A2. Un bon lait, c'est une bêta-caséine A2. Les croisements génétiques ont fait que maintenant, le lait, en particulier des Holstein, c'est-à-dire l'immense majorité du lait en France, industriel, pasteurisé, homogénéisé, etc., c'est de la A1. Parce que Et ça ça pose des produit problèmes. Et en plus. fait, c'est un détail, parce que quand on regarde la chaîne d'acides aminés, c'est juste un acide aminé qui est déplacé par rapport à un autre. Sauf que là, le problème, c'est que au niveau moléculaire, ça ressemble au problème qu'on a avec le gluten. Les gens, ils ont souvent des problèmes gluten, caséine A1, Mhm. parce qu'il y a une vraie similitude. Mais dès qu'ils passent sur un produit laitier avec une caséine A2, le problème disparaît. Et Idem le avec les problèmes problème, de traitement thermique du lait. Dès lors qu'on passe sur un lait qui a été thermiquement traité, quand on regarde les macronutriments et les micronutriments, tout est détérioré. C'est pour moi un mhm, produit impropre à la consommation. Donc c'est normal qu'il cause des problèmes. Mais en tant que tel, c'est pas le lait de cette pauvre vache jersiaise ou guernesiaise ou d'autres races qui pose un problème. Le vrai problème, c'est les êtres humains qui ont créé un lait impropre à la consommation, c'est qui ça. s'appelle caséine A1. Voilà. Et le problème, c'est que c'est pas différencié du tout. Donc, quand on Non, et prend il se un bout superpose de en lait. plus avec les problèmes de lactose. Il y a beaucoup de gens qui se disent intolérants au lactose, et quand on leur Mhm, fait boire un kéfir de lait A2, lait cru, donc non thermisé, il n'y a plus de problème en fait. mhm. Donc il se superpose le problème. Les gens, tu sais, c'est comme l'histoire du gluten. On s'est aperçu par exemple qu'il y avait des gens qui conservaient des problèmes alors que le gluten était retiré. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait d'autres molécules biochimiques dans les végétaux, les lectines en particulier, qui posaient les mêmes problèmes. Et que le Mhm. fond du problème, ce n'était pas le gluten, ça pouvait être les lectines. Enfin, c'est de monde végétal, mais tout ça pour dire que parfois les problèmes se superposent et trouver la véritable origine, c'est parfois pas C'est pas simple. si simple. Voilà. Exactement. Bah, moi, j'avais un immense problème avec certaines légumineuses, notamment les lentilles, qu'on me disait, Mhm. ouais, c'est génial, vas-y, mange des lentilles, tu verras, ça sera bien. Moi, c'était vraiment un poison absolu, quoi. Donc, ça, c'est difficile en France, parce que même quand tu vas chez du producteur et tout, tu sais jamais qu'est-ce que tu as comme lait, à moins d'être chez un mec qui transforme directement. Et le problème, c'est que souvent, les producteurs, maintenant, ils vont dans des coopératives, ils mélangent tout, et toi, tu te C'est tapes. ça. Ouais, c'est Du coup, compliqué. le Et en laitage. France, spécifiquement, j'attire, si il y a des producteurs de lait ou des fermiers qui m'entendent, moi, mon grand-père était éleveur de vaches, il avait des vaches jersiaises et des vaches Holstein, c'était un petit éleveur. Je sais ce que c'est, coopérative qui envoyait son lait pour faire le brie, dans ma région à moi, en Seine-et-Marne. Et donc, s'ils m'entendent, clairement, vous avez intérêt à utiliser des animaux au pâturage, avec du foin, et faire une sélection génétique de petites vaches qui produisent du lait à deux. Il y a un vrai secteur parce que le monde entier quasiment s'y met. On en trouve en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, et en France, rien. Donc du lait 100% à deux ou des produits laitiers 100% à deux, il faut le mettre en avant, et y compris des gens qui le font sans vraiment le mettre en avant au niveau marketing. Quand tu fais un fromage avec que de la jersiaise, par exemple, eh ben, tu sais que Faut c'est le du A2. dire. Donc, il faut le Ouais, dire, ouais. il faut le marquer. Il y a des gens que ça va intéresser parce qu'il y a des gens, ils se passent de produits laitiers alors que leur problème, c'est juste la bêta-caséine A1 des laits industriels. J'ai eu le même, enfin pas le même, mais quelque chose de similaire avec la viande. Là, j'ai eu une révélation parce que j'ai déménagé, du coup, j'ai dû retrouver un fournisseur de viande, et cetera, et cetera. Et là, le mec, en fait, je vois que ses vaches, elles pâturent dans des dans des vrais champs, qu'elles bouffent que de l'herbe, et je lui dis: «Mais tu leur donnes pas de granules et tout?» Et il me dit: «Si, j'en donne un tout petit peu, mais vraiment que dalle». Et du coup, sa viande à lui, quand je la mange, bah, je peux en manger des quantités impressionnantes et je prends pas de poids. Alors Hmm. que celui d'avant où j'allais, où sa viande était bonne, lui, je sais qu'il donnait du maïs certainement, et ben lui, sa viande, passé un certain seuil, je grossissais en fait. Ouais. Et je pense qu'il y a vraiment un problème oméga 3, Oui. oméga 6, Il n'y a même pas que viande ça. riche oméga 6. Tu sais, je vais donner un exemple radical. Et il y a tu sais, enfin, tout le monde connaît au moins de nom. Il y a un bœuf au Japon qui s'appelle le bœuf de Kobe, Ouais. ouais, ou Wagyu, et c'est des bœufs en fait qui sont élevés pour leur viande. Alors au goût, c'est génial, ça vaut une fortune. Moi, j'en ai déjà mangé un petit morceau. Tu vois, je sais plus combien ça vaut 100 € le kilo, quelque chose comme ça, tu vois. C'est un bœuf persillé, le goût est vraiment fantastique, mais c'est malsain. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que c'est des animaux qui sont volontairement engraissés avec des céréales.
Alors moi, j'ai des études scientifiques qui nous l'expliquent parce que dans le milieu vétérinaire, on les a. On connaît la composition totale de la graisse de ces animaux-là. Elle n'a rien OK. à voir avec un bœuf, n'importe quel bœuf qui va pâturer à l'herbe, qui ne va pas manger de céréales. La composition en graisse est très différente. Et chez les humains, c'est pareil. Quand tu prends un humain et que tu fais une biopsie, que tu prends sa graisse corporelle, si cet humain a mangé que des glucides à gogo ou cet humain a mangé très peu de glucides, sa graisse corporelle va être très différente. Hein. Faut bien comprendre Et ça. On bien a, on sûr. a tout un tas d'enzymes qui transforment nos nutriments et qui vont faire notre graisse corporelle une composition différente selon ce qu'on va manger. Et donc, de façon évidente, on sait très bien au niveau oméga 3, oméga 6, la viande industrielle qui a été faite avec les tourteaux, les céréales, elle va être pro-inflammatoire, très riche en oméga 6, très pauvre en oméga 3, alors que le même bœuf mis à l'herbe toute l'année et nourri au foin l'hiver, même s'il a un peu de complément pour l'hiver, en gros, tu vas avoir 1 pour 13 ou 1 pour 10 oméga 3, oméga 6, alors que l'animal qui va être enrichi qu'en céréales, il va être à 1 pour 40. C'est-à-dire que le rapport céréales et herbes, il n'a rien à voir. Et j'espère Mmh. interviewer le producteur qui a monté un site qui s'appelle Le Bœuf d'Herbe, qui envoie des Ouais, colis en France. J'essaie de l'interviewer parce que lui-même, il a été un des pionniers sur le sujet pour expliquer cette différence oméga 3, oméga 6 sur les animaux qui sont élevés à l'herbe. Et ce n'est pas qu'un détail. Il faut utiliser toutes les viandes animales, que ce soit du porc, du bœuf, de l'agneau, ce que vous voulez, des animaux qui vivent à l'extérieur, qui sont élevés à l'herbe. C'est super important. Et c'est comme tu le clair. dis, toi-même, tu dis, je peux manger de la viande qui a été élevée à l'herbe tant que je veux, je ne grossis pas, je ne prends pas de poids. Et si je prends la même viande, mais d'un animal qui a été élevé industriellement avec des céréales, je prends du poids. C'est pas rien comme détail. Clairement. Et ça, ça semble tout simple, tout logique, tout évident, mais j'ai compris ça très récemment, en fait. Mmh. On a on a Mais on a poussé les gens à sélectionner leurs animaux, mais franchement, c'est pas un détail. c'est Préoccupez-vous de clair. ça. Mmh. Et ça a été déterminant, en fait, ce levier, moi, un des leviers qui a été déterminant pour résoudre plein d'autres problèmes de santé. Ça a été justement, bien sûr, de choisir une viande de qualité, mais aussi, j'étais carrément en dessous au niveau protéique, hein. Tu te rappelles, on en avait parlé, Mmh. et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé aussi, hein, d'augmenter, la dose de protéines. Il y a aussi une incompréhension, toujours vraiment fruste, sur le régime cétogène et les protéines ou les protéines en général. Aujourd'hui, on va vous dire: «Les protéines, vous en mangez trop, ça va flinguer vos reins». Les études scientifiques nous disent juste le contraire, donc on est dans de la croyance. Mmh. Et après, au niveau régime cétogène pur, c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, les études n'étaient pas claires. On avait peur de la néoglucogénèse. C'est-à-dire quand on mange une quantité très importante de protéines, une partie n'est pas gâchée, mais transformée en chaleur et une partie derrière peut être transformée en glucides. Mais en fait, quand on est dans un régime quasiment carnivore, cette néoglucogénèse, elle est obligatoire et elle est même souhaitable. C'est-à-dire, nous avons quelques tissus de notre corps qui sont totalement dépendants du glucose, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas utiliser ni les corps toniques ni les acides gras. D'accord. Et ces tissus, alors, selon les études, on parle de 15 grammes, 20 grammes par jour. Ces tissus, en fait, ils dépendent de la néoglucogénèse. Donc, à partir du moment où on n'amène pas suffisamment de protéines dans son alimentation, quand on est proche de zéro carbe, bah, on a Mmh. un problème. On a un problème parce que cette néoglucogénèse, elle est obligatoire. Du coup, on va taper dans la masse maigre. Donc, on va impacter notre masse maigre parce qu'on n'a pas assez de protéines pour cette néoglucogénèse. Donc, les apports en protéines sont différents de quelqu'un qui va manger 40-50 grammes de glucides par jour parce qu'il mange un peu de légumes, etc. Par rapport à quelqu'un qui va arrêter les légumes, qui va être à fond sur une carnivore diète, ses apports en protéines vont être automatiquement augmentés. C'est nécessaire. Mmh. Voilà. Et alors, c'était intéressant aussi, tu sais qu'un des problèmes que j'avais, c'était aussi, bah, justement, j'avais des gros soucis de sommeil et ça a été un palier, hyper important d'augmenter les protéines, hein. Mhm. Ça fait une différence de dingue. Encore aujourd'hui, si je mange pas assez, je dors vachement moins bien. Je perds facilement une demi-heure de sommeil profond si je mange pas assez de protéines Ça, c'est et important. et ça vraiment, j'aurais jamais pensé à ça moi, hein. Donc
Surtout par rapport à ton histoire, tu t'es intéressé au régime cétogène principalement pour tes problèmes intestinaux. Tu as eu d'autres bienfaits dont on va parler après. Tu t'es intéressé au sommeil puisque ça faisait partie intégrante pour retrouver une parfaite santé. Tu t'es Mhm. intéressé au soleil, à l'exposition à la lumière, parce qu'on sait très bien que l'exposition à la lumière, c'est vital pour plein de choses. Il n'y a pas que la vitamine D. Donc, comment tu as changé ta vie finalement autour du régime cétogène? Bah, en fait, en voyant les bénéfices et en ayant plus de temps libre, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé, hein. Je suis passé en fait de l'état de larve léthargique qui rentrait le vendredi en se disant pourvu que ma femme me dise pas qu'elle veuille sortir quelque part, puisque j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Et honnêtement, elle a eu bien du mérite de me supporter dans cette période. À quelqu'un qui veut sans arrêt sortir, aller marcher, aller se baigner, passer plein de temps dehors et encore faire quelque chose. Ouais, donc ouais, vraiment gros changement à ce côté-là. Qu'est-ce que c'était la question? Donc la question, c'est, en fait, tu as découvert le régime cétogène qui a été clé pour retrouver une bonne santé, mais après, tu as Ouais. articulé d'autres choses. Donc on peut parler, si tu veux, de l'exposition au froid, du sommeil, du Bah soleil. ouais, parce que je me suis dit, en fait, j'ai fait ça comme un bourrin un peu n'importe comment et il y a des points où je suis nul. Par exemple, j'avais des insomnies et je savais que le sommeil, il y avait plein de trucs que je faisais faux, mais que je savais pas. Genre, des trucs tout bêtes comme, bah, en fait, quand le soleil se lève, c'est le moment d'y aller et quand le soleil, il se couche, bah, c'est le moment de dormir, basiquement Tous les et animaux font ça naturellement. voilà, moi, j'étais complètement à l'envers. Je rentrais le soir, je me mettais devant des écrans avec de la bonne lumière bleue et après je me disais: «C'est bizarre, j'arrive pas à dormir, je suis réveillé le matin, j'ai l'impression que j'ai pas dormi» et là, tu m'as beaucoup aidé aussi avec ta formation en me disant: «Non mais c'est pas le bon rythme, en fait» et de fil en aiguille donc oui, parce que ça m'a permis de perdre pas mal de poids et la perte de poids, elle était conditionnée par plein de facteurs. Fallait dormir assez, fallait manger assez de protéines, fallait réduire le stress, fallait agir en fait sur, plein de leviers. Ça marchait pas de juste se concentrer sur les macronutriments. Même encore aujourd'hui, si on me casse vraiment les pieds, bien que j'ai une meilleure résistance, je dirais, au stress psychologique, au niveau stress, je peux encaisser des trucs que j'aurais pas encaissés avant. Hem, et bien, c'est de se concentrer que sur les macros, ça peut pas marcher. Non. Si tu C'est dors le pas style de assez vie qui doit être revu et c'est ce que les gens, faut vraiment que vous compreniez, c'est que l'alimentation pour perdre du poids, c'est qu'une brique du problème et souvent s'additionne le style de vie, ça va être l'extrême sédentarité pour certaines personnes, pour d'autres, ça va être un stress quotidien, un stress de bas grade, mais tout le temps. Pour d'autres, ça a des problèmes de sommeil, c'est-à-dire ils sont déphasés complètement, ils commencent à se coucher à 1 heure du matin. Et en fait, quand on commence point par point à remettre ça en ordre, la perte de poids se déclenche, les et problèmes se tu dissipent. et tu fais tout bouger, en fait. Tu te rends compte Ouais, que oui, tu commences à avoir sommeil plus tôt, tu te rends compte que, en fait, de prendre des micronutriments, c'est pas si débile que ça. ouais, Tu te rends compte que oui, c'est quand même assez chiant d'aller se coucher tôt, mais que quand tu le fais, mon Dieu, qu'est-ce que tu es plus en forme le lendemain et tout ça s'accumule et te donne, un peu plus de rentabilité, je dirais, sur tes journées parce que, moi, par exemple, avant, je traînais au lit, je pouvais pas me lever, j'y allais au dernier moment, quoi, au travail. Je pense que ça se voyait et maintenant, bah, je me réveille, je dirais quasiment tous les jours à la même heure. Je suis très, discipliné, mais sans avoir besoin de l'être. En fait, ça se fait tout seul et je commence ma journée par aller marcher, quoi. Quelque chose que j'aurais jamais fait avant et là, j'en ai besoin, c'est devenu une habitude, c'est devenu naturel. Et toutes ces choses-là, mises bout à bout, ça a permis, ouais, de perdre pas mal de poids, hein, ouais, effectivement. ouais. Ça, Non, mais c'était le un sommeil peu, est vraiment, je pourrais presque ouvrir un site dédié au sommeil parce que les gens, ils se rendent pas compte de l'importance de ce truc-là. Tu vois, quand tu travailles carrément. avec des sportifs de niveau, que tu commences à étudier la littérature scientifique, on sait par exemple que l'anabolisme musculaire, quand tu t'entraînes, ça se fait quand tu dors. Mmh mh. Quand tu luttes contre une maladie, quelle qu'elle soit, que ça soit un cancer, une autre maladie, la réparation, tu sais, j'avais fait une leçon spéciale dans la Ceto Academy, c'était: «Le jour je brûle, la nuit je répare». Mmh mh. Concrètement, si tu as pas un bon sommeil, c'est-à-dire c'est bien beau d'être au lit, les gens disent: «Moi, je dors bien». Tu dors bien, OK, déjà,
ça se mesure, parce que si on n'a pas des métriques, on ne sait pas, on s'imagine qu'on dort bien, mais en fait, on ne mesure rien. Donc, si on n'a pas un bon sommeil, on est incapable de réparer ces tissus. Typiquement, on a des productions hormonales, mélatonine, hormones de croissance, testostérone, etc., qui se passent que la nuit. Si on a un bon sommeil, ça se passe bien. Si on a un mauvais sommeil parce qu'on s'est couché tard, etc., il ne se passe rien. Il n'y a pas de production hormonale. On voit, tu sais, tu as parlé des lumières, des lunettes rouges. Hein. Je n'ai pas de lien d'affiliation avec ça. Vous prenez celle que vous voulez, mais ça bloque 100% des lumières bleues. Imagine, on a l'être humain chez l'adulte, le cristallin de l'œil est un petit peu opaque. Donc, la lumière bleue, si tu veux, elle impacte notre mélatonine de façon radicale. On en perd 80-90% la nuit. Chez l'enfant, c'est 100%. Vous mettez un môme avec une tablette ou un smartphone à 9 heures du soir, vous êtes tranquille. À 1 heure du matin, vous pouvez mesurer 0 mélatonine. Quel C'est une désastre. catastrophe. Quand on se rend compte du rôle de la mélatonine dans notre corps, c'est en train de bousiller leur gosse avec ça. Honnêtement, c'est un scandale sanitaire. C'est un danger, ce truc-là. Donc, quand tu le sais, bah, tu fais attention. La lumière rouge, on peut la couper. Il y a des filtres, il y a des lunettes rouges. On peut couper la lumière bleue avec ça, complètement. Il faut se protéger. Donc, il faut apprendre. Et les gens, quand ils apprennent ça, ben, change mon alimentation, sélectionne mes aliments, fais attention à mes micronutriments, trouve des solutions pour réduire le stress, meilleur sommeil. 10 heures, je fais dodo, 6 heures, je me lève. Et ben, tous les problèmes disparaissent. C'est ça, ouais, exactement. Et c'était rigolo cette perte de poids où tu m'as aidé parce que j'étais bloqué et ce que tu m'as proposé, voilà, c'était de travailler sur tous ces facteurs combinés. Alors en fait, j'ai toujours quasiment le même tour de taille. J'en ai repris un tout petit peu. Mais par contre, j'ai bougé au niveau du poids, mais par contre, je rentre toujours dans les habits où je rentrais plus avant. Donc tu vois, en fait, j'ai gagné, je pense. Et ça, c'est mon regret. Je pense que j'aurais dû faire un DEXA scan avant. Ouais. Et je pense qu'au niveau musculaire, j'ai vraiment gagné. Même Mais osseux. vraiment. Hein. Moi, j'ai vu des DEXA scans avec des densités osseuses catastrophiques inversées avec ça. En fait, on a ce qu'on appelle ostéoclastes, ostéoblastes. Donc, en fait, on est en train de détruire de l'os et en train de recréer en permanence. Et avec ça, il y a un delta. Et on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont des densités osseuses catastrophiques qui, avec tous ces facteurs que tu viens de citer, alimentation, plus d'activité, activité physique un peu plus de protéines, meilleur sommeil, en fait, la densité osseuse, elle remonte. Alors que normalement, avec l'âge, elle fait que descendre. Quoi. Ça ne s'inverse pas la courbe. Oui, c'est comme comment ça s'appelle nouveau quand on perd les unités contractiles. Tu sais, on te dit voilà, tu vieillis, tu es obligé de Voilà. perdre du muscle. Sauf 30% par que an. Ouais. petit problème, moi j'ai eu des patients assez âgés. Le mec vient me voir au cabinet, me dit ouais, tu veux faire un tour en vélo avec moi? Il a 70 ans quand même. Hein. Je le vois sur la table, je me dis mais il a quand même des grosses jambes celui-là. Je vais le voir en vélo. Il a un vélo de merde, hein, mais top bike à 150 € de route. Le mec, j'arrive pas à le suivre. Hein. J'ai 40 ans de moins que lui. Je le revois au cabinet, je dis quand même, j'aimerais bien comprendre. Tu me dis, je fais un peu de vélo. Alors lui, il se marrait et tout. On me dit oui, en fait, je viens de voir pour le genou, mais je me prépare je me suis fait mal en me préparant pour l'UTMB. Et le mec, il avait des jambons, quoi. C'était pas des cuisses, c'était des jambons qu'il avait. Et donc, il s'amusait, si tu veux, à mettre la pile à tous les petits jeunes du coin, quoi. Donc, cette Oui, c'est histoire possible. de, Ouais. cette histoire de, on est obligé de finir desséché avec des os tout pourris et pas du tout de masse musculaire. Et en fait, moi, je dirais que ça dépend dans quelles conditions. Parce que si les gens, tu les fais dormir et tu leur mets 150 grammes de protéines par jour et que tu les fais bouger, eh ben, je suis pas sûr qu'ils vieillissent de la même manière, tu vois. Ah non, 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 non. Et puis, il y a un facteur super important pour l'audience qui nous écoute, c'est que on s'aperçoit que la perte de masse musculaire dans la vie, il y a des études qui nous montrent ça, elle n'est pas linéaire en fait. C'est tout le temps des paliers. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, on a des accidents. Alors, quelqu'un a un accident de la route, vous avez une jambe plâtrée, immobilisée, vous avez une appendicite, vous avez une opération, vous avez ce que vous voulez. Et à un moment donné, il y a une grosse perte d'un coup. Et finalement, elle n'est jamais regagnée, cette masse musculaire. Ouais, il y a ça, ouais. Et donc, du coup, c'est vraiment un gros problème. Par exemple, ne serait-ce que savoir faire des squats, c'est-à-dire pouvoir s'asseoir sur une chaise, pouvoir se lever de cette chaise.
on doit pouvoir le faire jusqu'à la fin de notre vie, ça, parce que sinon, ça Bah se ouais, termine dans un fauteuil roulant, quoi. Donc mmh, c'est pas, c'est vital pour nous. Donc le maintien de clairement. cette masse musculaire est très important. Ouais et puis ça vraiment, ça remplit les cabinets de kinésithérapie, hein. Je suis désolé Mmh. de le dire, mais finalement, on nous met pas mal de poids sur les épaules avec ça. Mais moi, je les fais tous rire, quoi, quand je leur dis: «Mais est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous mangez assez?» Et quand je vois, et quand ils me racontent ce qu'ils mangent, mais moi, mais faut pas qu'ils m'invitent à manger, quoi. Alors, en plus, point important que je veux souligner, nos besoins en protéines, les tiens ou les miens, sont une chose, et les besoins en protéines d'une personne âgée sont encore plus importants parce que l'absorption intestinale des protéines est différente, elle se fait moins bien et la synthèse musculaire aussi. Donc il faut plus de protéines, des bonnes protéines. Donc quand je dis bonnes protéines, c'est protéines animales, c'est-à-dire, tous les tissus animaux, toutes les viandes d'organes, les fromages, fromages à pâte dure, les œufs, ce sont des bonnes protéines. Les protéines végétales sont moins complètes, sont moins bonnes pour l'anabolisme musculaire, pour le maintien, ce qui fait que pour des gens qui mangent déjà pas beaucoup, il faudrait qu'ils en mangent des quantités énormes. Ouais, Donc ouais, non, mais impossible. voilà. Et puis il y a un problème de micronutriments, on l'a vu, précédemment avec cette histoire d'épidémie. On a parlé de zinc, complément zinc et cetera. On voit très bien qu'il y a un problème de micronutriments chez la personne âgée qui perd souvent l'appétit. Donc il faut impérativement que sa nourriture soit très dense en micronutriments parce que c'est des gens qui souvent ne Ouais mangent pas beaucoup. et c'est loin d'être le cas, hein. C'est loin d'être le cas et dans le Jura où j'ai un petit peu travaillé un moment, j'étais quand même dans un village où il y avait des centenaires, plusieurs. Et donc dans le Jura, je sais pas si vous y êtes allés, mais il faisait froid, il y a rien qui pousse à part des sapins. Les gens là-bas, ils avaient rien à manger, quoi. Ils avaient du comté, des œufs et puis du cochon, quoi, hein. Et Ouais. le pain, c'était jour de fête quand ils avaient de quoi en faire. Ou pour aller chercher les patates, bah fallait faire 50 kilomètres de vélo, puis les remonter avec 50 kilos de patates. Donc, et tous ces gens qui ont vécu assez vieux et assez en forme, et que je me demandais d'ailleurs qu'est-ce qu'ils venaient faire avec moi dans ce cabinet. Parce que j'en ai un quand même de centenaire que quand il me serrait la main, il me faisait mal hein, à la main. Ça, c'était Et ça, c'était avant que je comprenne la diète cétogène et tout ça, hein. Donc, je les ai vus et je me disais: «Mais ils mangent n'importe quoi, c'est pas équilibré». En fait, ils avaient la gouache, quoi, comme on dit. Mmh. Donc, en fait, on n'est pas obligé de mal vieillir, Non, non, c'est non. pas obligé, quoi. Non. Et puis, déjà premièrement, bien vieillir, c'est éviter des maladies facilement évitables. On a des études qui nous le montrent, hein. Les micronutriments sont très importants, les glucides sont au cœur de la maladie et des maladies comme le diabète de type 2, c'est un jeu d'enfant pour l'éviter, quoi. Vous arrêtez les glucides, vous avez pas de diabète, hein. Ça existe pas, quelqu'un qui fait un diabète de type 2 sans manger de glucides. Donc c'est totalement dépendant de notre alimentation. Je parle juste de 500 millions d'êtres humains sur terre diabétiques de type 2 et de 500 millions de plus qui sont prédiabétiques, hein. On rigole pas, quoi, hein. Après, il y a beaucoup d'autres pathologies qui sont liées aux glucides, on le sait, maladies neurodégénératives, et cetera. Mais de façon plus courante aussi, comme tu disais, maintenir sa masse musculaire, de bons apports en protéines, parce qu'avec le temps, on a du mal à construire du muscle. Bah, c'est un capital en fait. C'est un capital muscle qu'on fait à 20, 30, 40 ans et dont on va bénéficier à 70, 80, 90, voire même plus. Donc je pense vraiment que ça m'a fait énormément de bien et j'étais un peu saoulé, hein, de remonter niveau poids, mais je me dis qu'en fait, j'ai dû me densifier, que j'étais vraiment vide avant. Et la preuve, voilà, c'est que j'ai pas pris, de tour de taille, que je rentre toujours dans les habits, où je rentrais pas. Mais ça, c'est que, enfin, c'était un peu la cerise sur le gâteau, je dirais. Mais, mais il y en a plein d'autres, hein. Parce que, si on résumait, tous les bénéfices que j'ai eus, c'est, Allons-y, vas-y, faisons le tour de tout ce que tu as récolté comme bonus que tu attendais pas forcément. bah, le premier donc c'était, donc cette solution intestinale, qui en Mmh. 2 semaines, vire tout. Ma femme, c'était ensuite comment ça s'appelle? Les Les migraines. migraines, oui. Donc moi ensuite j'ai pu, arrêter de dormir 1 heure entre midi et 2 tous les jours. J'ai arrêté de faire des insomnies parce que, Mmh. je faisais insomnie sur insomnie et puis on me disait: «Oui, mais tu es stressé et tout, patati patata». Mais en fait non, j'étais pas plus stressé que quand j'avais mes examens d'État. Je gagnais bien ma vie, ça allait bien et tout, mais je dormais pas. Donc j'ai viré les insomnies. Je pense que c'est sûr, hein, j'ai gagné en masse musculaire.
J'ai gagné en résistance au stress psychologique, parce que quand vous avez une petite entreprise, et ben même si on est dans un secteur, la santé, où certes ça ne connaît pas la crise, c'est quand même c'est un défi de soigner les gens en 2023 en France. Euh, on pourrait en parler des heures, mais c'est pas le sujet. Mais c'est assez stressant d'être en contact avec du public et avec les administrations et avec les nombreuses démarches tout à fait joyeuses qu'il faut faire de plus en plus. Donc là, je peux encaisser des journées que j'aurais jamais pu encaisser alors que je suis plus vieux qu'avant. Je peux sauter des repas, ce que je pouvais pas faire avant. Je peux faire du sport, parce qu'avant c'était pas possible. C'était quand même un peu pourri. Bonjour, monsieur le kiné, j'aimerais bien me remettre au sport. Ah non, mais n'y comptez pas, moi j'en fais plus depuis longtemps. Enfin, bof quoi. Vous voulez perdre du poids, je suis obèse. Non, c'était pas possible. Donc j'ai pu et surtout faire du sport parce que j'ai des courbatures d'un autre monde, moi, quand je faisais du sport. Quand je faisais 2 heures de vélo, j'avais l'impression que j'avais fait le Tour de France. D'accord. Et là, en fait, je peux faire. J'ai toujours pas des immenses performances sportives, ça c'est vrai. Mais par contre, avec cette diète-là, l'apport protéique en micronutriments, en fait, je suis devenu une machine. Je peux en faire longtemps. Et en général, quand j'arrête, c'est parce que j'en ai marre de pédaler, parce que ça me casse le cul, ou parce que voilà, il fait nuit, il faut faire un autre truc. Mais j'ai une endurance phénoménale que j'avais pas avant. Alors, c'est vrai, j'avance pas vite, mais je peux faire ça longtemps et j'ai pas de courbature. Et ça, moi, je pensais même pas que c'était possible. Je pensais, on fait du sport, on est obligé d'avoir mal pendant, avant et après, quoi. Bah ça, c'est un des bienfaits que tu as chez le sportif de haut niveau, c'est qu'en fait, tu peux augmenter d'environ 30% sa charge d'entraînement. Justement parce que la limite est repoussée, que ça soit au niveau du lactate, quand tu commences à travailler au sol lactate, tu vois les niveaux de lactate chez le sportif de haut niveau. En keto par rapport à high carb, ça a rien à voir. En fait, le lactate devient un vrai carburant qui est consommé, quoi. Et Alors qu'il donc, s'accumule chez le sportif qui est riche en glucides. et ouais, je peux me taper des montées en vélo que j'aurais jamais pu faire avant, juste en buvant de l'eau, quoi. Mmh. Et ça, pareil, je pensais pas que c'était possible, quoi. J'ai aussi grandement réduit mes acouphènes, Mmh. parce que j'avais des Donc tu avais des acouphènes. acouphènes depuis quand? Depuis longtemps? C'était avant que je sois kiné, donc c'est bien avant 2015. Mmh. Ça va faire 10 ans. Et moi, j'avais peur, je me disais, mais je suis en train d'avoir une neurodégénérescence. Et en jouant sur tous ces paliers, en faisant de l'exposition à la lumière rouge, je les ai pas supprimés, mais je les ai vraiment diminués. Je les ai encore le matin, mais beaucoup moins fort. Et j'ai des périodes où j'en ai pas. Mais ça finit toujours un peu par revenir. Donc beaucoup moins dérangeant. Et ça aussi, je l'ai remarqué. J'ai beaucoup joué avec mes ratios Mmh. de protéines, matières grasses. Et pour moi, j'ai l'impression que plus j'augmente la matière grasse, plus mes acouphènes vont baisser. Mais par contre, Mmh. j'avais testé hein, le ratio de la paléo kétogénique diet, les Ouais, Hongrois là. ouais. Et honnêtement, ça déchire. Mais petit problème, c'était de trouver une source de gras de bonne qualité. C'est pas si Ouais. évident que ça. Alors, pour rappel, juste pour les gens qui ne connaissent pas, docteur Todt et Clément, ont créé une clinique en Hongrie qui s'appelle Pale-o-Medicina. Ils ont créé un régime qu'ils ont appelé PKD, donc Paléo Ketogenic Diet, et ils soignent un nombre incalculable de pathologies, y compris des cas désespérés, avec des glioblastomes, des cancers de grade 4, des maladies auto-immunes avec des diabètes de type 1, des choses comme ça. Et ils publient les études de cas à chaque fois. Et donc Ouais, leur régime cétogène, en fait, est très simple. C'est un régime 100% carnivore, quasiment exclusif viande, avec des animaux uniquement en pâturage. Hein. Donc on est vraiment sur la Rolls-Royce de la qualité micronutritionnelle et des macros. Au début, souvent, ils évitent les œufs parce que les gens, ils ont des problèmes de perméabilité intestinale. Donc on résout le problème de perméabilité intestinale, on amène les œufs, mais il n'y a pas de végétaux, il n'y a pas de thé, il n'y a pas de café, il n'y a pas de tisane, il n'y a pas... Voilà. Et ils arrivent à avoir des résultats fantastiques avec ça. Donc c'est pour ça qu'ils sont pris en exemple dans le monde entier parce que leurs résultats sont là et il y a zéro complément alimentaire dans leur stratégie. ouais, ça c'est un truc de fou, quoi.
C'est Ouais. vraiment un truc complètement dingue ce qu'ils arrivent à faire. Et leur ratio, c'était, je crois, pour 100 grammes de viande maigre crue, il fallait 35 grammes de matière grasse. Moi, j'étais pas habitué, hein. Et ben, si tu prends du mauvais gras et que tu joues dans ce ratio-là, je Oui. peux te dire que tu t'alourdis assez rapidement. Mais le diable est dans le détail, parce qu'en fait, eux, ils ont des porcs, par exemple, Exactement. qui sont élevés en plein air là-bas, et ça n'a rien à voir avec les porcs qu'on va avoir en Bretagne, élevage intensif, viande pro-inflammatoire, très riche en oméga 6, etc. Et donc, du coup, la sélection de ces aliments, d'ailleurs, on a publié 2 articles sur notre site sur eux, et ils ont même un site où ils expédient en Europe les charcuteries qu'ils font, Ouais. le lard, le saindoux, tout ça, issu de ces animaux pour les gens qui en ont besoin, parce qu'ils soignent en télémédecine à distance. Enfin bref, gros boulot. Mm. Et de jouer sur ce palier, sur ce curseur de gras, ça a pas que des effets sur mon poids, mais ça a aussi des effets sur mes acouphènes. Ouais, bien sûr. On avait parlé déjà, il y a les micronutriments sont très importants et les problèmes de neurotransmetteurs. Quand on s'intéresse à comment sont créés ces neurotransmetteurs, la plasticité cérébrale, la nutrition, elle est au centre de ça et bien sûr le style de vie. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont des acouphènes au moment où ils sont stressés. Donc on voit très bien que juste une hausse du cortisol, ça va impacter tout le reste, en fait, pour arriver à faire des acouphènes. Donc les Bien sûr. acouphènes, c'est pour moi encore un peu mécompris. On voit beaucoup de gens qui sont dans le désarroi complet avec ça, qui ont ça depuis longtemps et personne n'arrive à en venir à bout, quoi. Et puis inversement, quand j'étais plus dans la perte de poids, le fait de descendre assez bas en matière grasse, parce que Mmh. c'est quand même bon la matière grasse, et ben là, ouais, je voyais plutôt les acouphènes augmenter. Comme quand je m'amusais à jeûner pour descendre sur la balance, ça faisait monter les acouphènes en fait. C'est une forme de stress aussi tout ça, hein. Oui, bien sûr, l'adaptation hormonale, cette situation d'absence de nourriture fait que là, tu as un indicateur, que tu ressens immédiatement, les acouphènes. Donc, Mmh. c'est intéressant de voir comment on peut inverser ça avec juste le style de vie et la nutrition quand même. Mais je Et désespère ouais, pas que tu puisses t'en passer, tu puisses les voir disparaître complètement. alors là, comme je te disais, j'ai déménagé, j'ai trouvé donc cet éleveur et je l'ai supplié de me vendre le gras de ces vaches qui mangent que de l'herbe. Il me disait: «Mais qu'est-ce que tu veux en faire?» Je lui dis: «T'inquiète pas». Et ouais, donc je vais en avoir et je pense que ça pourrait être le petit détail qui tue. Oui, oui, surtout que c'est vrai que curieusement, la graisse de bœuf, on la trouve facilement aux États-Unis. Tous les éleveurs qui livrent les cartons de viande, ça, tu peux avoir ta graisse de bœuf. En France, c'est plutôt rare. Le saindoux est relativement courant, entre guillemets. Graisse de Bah, canard, graisse d'oie. tu trouves Mais surtout du saindoux de merde, hein, quand même. oui, beaucoup. Sauf si Bah, tu vas dans des boucheries, si tu vas chez l'éleveur et exactement. tout. Moi, à Fontainebleau, je l'achetais, j'avais un producteur de charcuterie bio, donc porc bio, élevé à l'herbe, avec du saindoux vendu dans des petits pots à peine étiquetés. Là, c'était génial, mais je comprends bien que c'est pas si facile que ça à trouver. Mais alors, le bœuf, c'est pire. Trouver de la graisse de bœuf, c'est compliqué. Et ce qui était rigolo, c'est, qu'est-ce que tu veux en faire? Personne n'en veut, quoi. Mmh, mmh, mmh. Mmh. Et donc lui, oui, vraiment, je lui ai beaucoup parlé de la diète cétogène parce que je lui ai expliqué que, voilà, je mangeais un peu beaucoup de viande et qu'on allait se voir souvent, qu'il était ravi et il m'a dit: «Mais pourquoi tu fais ça?» et cetera. Hyper ouvert d'esprit, hyper intéressé et donc on a discuté, ouais, de la qualité de sa viande, que c'était riche en oméga 3 et le mec le savait sans le savoir et il s'est dit: «Oui, c'est vrai, il faudrait que je communique là-dessus, quoi». Ouais, Parce que tu as indispensable. une vraie, doxa de la bien-pensance qui te dit, que tu es qu'un salaud, quand tu manges, de la viande aujourd'hui et Oui. donc les mecs se retrouvent à avoir des vaches et à vivre des subventions plutôt que du fruit de leur travail en vendant leur viande. Mais Ce qui est quand l'acteur, même en fait, moi, je pousse les gens à devenir, acteurs, consommateurs, consomme-acteurs. Vous c'est ça, ouais. choisissez, en fait, qui vous allez faire vivre. Si vous allez au supermarché et que vous achetez un bœuf, entre guillemets, «d'élevage intensif» où c'est n'importe quoi de A à Z, bah, vous soutenez cette filière. Si vous arrêtez, que vous allez voir directement un producteur et aujourd'hui, il y a plein de petits producteurs qui s'organisent, où tu peux réserver ton quart de bœuf, à l'avance. Ils te le livrent en sachet individuel sous vide. Donc les gens qui veulent vivre en «carnivore diète» entre guillemets, donc ont des grosses consommations de viande et qui veulent réduire la facture, bah, ça permet en fait C'est d'aller vraiment le truc à faire, ouais c'est le truc à faire. Ça permet de soutenir l'éleveur, donc l'éleveur, il a une visibilité sur ses revenus et de l'autre côté, vous payez ça beaucoup moins cher parce que vous achetez directement à l'éleveur et tu as de et la on a de la viande viande de de bonne bien qualité. meilleure qualité, ouais. Ouais, 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 Quand on clairement. prend un mix avec tous les morceaux, c'est clair que si tu prends que du filet ou de l'entrecôte, c'est plus cher, mais si tu prends le mix complet, on arrive à des, 8-10 € le kilo, quoi.
Ah, c'est Alors 2 fois moins cher qu'en supermarché. oui, largement, ça reste très moins cher qu'en Ouais. supermarché. Donc voilà, ça fait rencontrer des gens intéressants aussi. Je pense pas que je me serais amusé avant dans ma vie d'avant à aller rencontrer des producteurs, de viande. Je rencontrais plus des producteurs de vin et oui, ça, grosse différence, je bois plus du tout d'alcool. Donc J'ai depuis plus quand du tu as arrêté complètement l'alcool? heu, bah, en diète cétogène, en fait, tu le tolères tellement pas bien Ouais, c'est vrai. que dès le début, moi, j'étais assez sévère avec ça et Donc ça fait ouais, 2-3 ans? Ouais, ouais, 2-3 ans ça que tu as fait arrêté. 2-3 Ouais, c'est ans. ça. Mmh. Alors il m'arrive, dans les occasions de reboire un verre et je suis toujours très déçu et j'ai plus du tout l'appétence pour ça et je finis jamais mon verre, je trouve ça pas bon. Même des grands crus, je fâche tous mes amis, qui m'en offrent et tout. Mais désolé pour eux, désolé pour la filière, mais non, ça c'est plus pour moi. Alors j'en utilise encore, c'est vrai, si je vais cuisiner des plats cuits, des civets, Des des bourguignons, des côtes de choses comme ça. sanglier. Ouais. Mais voilà, après je dirais le mauvais côté de l'alcool, est évaporé, donc ça va. Ouais. C'est pas ce que je mange majoritairement non plus. Donc oui, il y a moyen de faire une diète très riche en protéines, sans non plus vider son portefeuille. Oui. Parce que par exemple, moi, quand j'étais en Ardèche, je m'étais rapproché de pas mal de chasseurs qui étaient désespérés de pas savoir quoi faire de tous les milliers de sangliers qu'ils tuaient et pareil, surréaliste. Les sangliers là-bas, c'était quand même pas mal parce qu'ils étaient nourris à la châtaigne des arbres, vu que là-bas il y a que des châtaigniers et des ronces en gros. Et les mecs tuaient des sangliers et personne voulait repartir avec. De la super viande, du super gras, débile C'est quoi. fou. Ouais, c'est fou. Il y a Un gâchis énorme. Ouais. des chiens qui se font nourrir aux sangliers quoi. Mmh. Donc si on est vraiment dans une, difficulté financière, il y a vraiment possibilité de trouver de la viande en se rapprochant des gens qui chassent et cetera et cetera. Ouais, directement au producteur, sélectionner les aliments généralement les morceaux aussi à braiser plutôt qu'à griller. On sait Ouais. que dans le temps, il y avait, 2/3 d'un bœuf, c'était à braiser, un tiers à griller. Les gens veulent maintenant que du steak, du coup, ils sont passés dans l'autre sens avec beaucoup de steak haché, mais les morceaux à braiser sont souvent pas chers. On est à 10-12 € le kilo, alors que les morceaux à griller vont monter à 20-22-25-28. Mmh Donc mh. ça peut être intéressant pour réduire la facture. Varier les viandes aussi, les organes sont pas chers. Dans le temps, il y avait un métier qui s'appelait tripier qui est en train de disparaître complètement. Ces Exactement, viandes ouais. d'organes sont très riches en micronutriments et souvent peu chères. L'œuf est un aliment aussi, alors faut le sélectionner, œuf de plein air, un œuf de qualité, c'est important. Mais il y a moyen de suivre une «carnivore diète» entre guillemets en maîtrisant sa facture et pas en faisant, que du faux filet tous les jours, Ou ça sans part jamais manger, bien. que du poulet, qui a reçu 20 antibiotiques, par mois. Ah non, il y a plus d'antibiotiques maintenant. Maintenant, ils font ça dans l'autre sens. Ils donnent des probiotiques. Ça fait le même effet, mais c'est dans l'autre sens. Les antibiotiques, ils les ont un peu interdits, mais on peut moduler le microbiote intestinal avec les probiotiques du poulet. Ils sont vraiment manipulés. Dans les D'accord. élevages industriels, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est pareil, il y a des éleveurs en plein air, allez chez eux. Et ça a pas le même goût, Ah bah, ça a en rien à voir. plus. Quand tu vois, Ouais. la vitesse où ils font un petit poulet d'1 kilo qui va être vendu au supermarché par rapport à un vrai poulet de plein air qui va être avec une viande, qui va accrocher à l'os, un peu sec, qui va faire 3 kilos, c'est pas la même chose. Donc ouais, j'ai fait vraiment avec cette alimentation un virage, à 180 parce que j'avais des sacrées tendances, bizarres, végétariennes. Aujourd'hui, c'est complètement impossible d'y penser et c'est vraiment par l'expérience, par la science aussi et par voir les effets sur moi-même que je me suis dit: «Mais, il y a aucun sens à se priver de produits animaux». Aussi bien pour l'empreinte écologique, hein, si on lit un peu sur le sujet, la question elle est pas si simple que ça, en fait. Elle est plutôt simple. À la base, pour moi, elle est simple, mais ça me nécessite d'arrêter avec ces croyances. Les animaux, en pâturage participent clairement à la séquestration du carbone et à un cycle de vie totalement normal et c'est clair qu'on a un vrai problème avec les animaux industriels. Quand on met, sur quelques hectares, 1000 vaches qui vont être nourries aux céréales, là, on a un vrai problème.
Mais des animaux qui sont en pâturage libre, moi j'habite aux États-Unis, ils ont des ranchs qui sont énormes avec des animaux qui sont en liberté, les bisons qui sont en liberté, etc. Ces animaux-là, ils permettent un sol vivant, pas de désertification, etc. Faut arrêter avec ce mythe des animaux pollueurs qui envoient du méthane dans l'atmosphère. Ça, c'est des âneries, vraiment. Il y a Ouais, des études scientifiques qui le il faut prouvent. Faut il faut arrêter, quoi. lire un peu sur le sujet, oui, effectivement. Voilà. Mais si tu veux, c'est tellement martelé, 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 hein, comme l'alimentation glucidique, que je suis resté une trentaine d'années Hmm. un peu con, quoi. Enfin, pas un peu, complètement. Ignorant et bête et stupide. Et comme bénéfice, voilà, si tu suis ce genre de diète hyper glucidique, bah, tu te retrouves qu'avec des problèmes, en fait, hein, sur le long Hmm. terme. Bien sûr. Bien sûr. Non, Mais non, bon, c'est un régime alimentaire à la fois sain et durable. Sain parce que l'être humain a 2,5 millions d'années. À partir du moment où on a commencé à manger de la viande, la cétose nutritionnelle nous suit. Donc, on a 2,5 millions d'années de recul. Et je vais faire parler un anthropologue sur le sujet qui va nous expliquer qu'on est carnivore principalement depuis 2,5 millions d'années. Et donc, mhm. depuis l'ère agricole, il y a à peu près 10 à 15 000 ans, selon les zones, on a commencé à cultiver notre alimentation. Les glucides ont commencé à arriver. Et puis après, de façon industrielle, depuis 2 siècles, et puis depuis 1960, là, c'était une vraie catastrophe avec l'explosion de la consommation de sucre, etc. On a vu que la cétose nutritionnelle était chassée de la norme, c'est d'être en cétose, ce qui n'est pas normal, alors que c'est exactement l'inverse. On a besoin d'être en cétose nutritionnelle, on a besoin de manger du gras, on a besoin de manger des protéines, on a besoin de manger très peu de glucides. Et c'est être en cétose qui est un état normal chez l'être humain. Voilà. C'est ce changement de paradigme, en fait, qu'il va falloir réveiller parce que la science, elle nous le confirme, quoi. Hein. C'est pas une interprétation de la science. Quiconque va sur PubMed et commence à faire des recherches, la littérature, elle est là depuis longtemps. Toutes les études nous montrent qu'on est carnivore principalement depuis 2,5 millions d'années, depuis qu'on a arrêté de manger des fruits dans les arbres, depuis qu'on n'est plus des primates. Donc voilà, il faut pas hésiter à remettre en question ce qu'on pense, Mmh. ses croyances, ce qu'on Mmh. pense être vrai. Tout ça, ça bouge, ça s'actualise. Et la, la vérité ou une vérité peut être diamétralement à l'opposé de ce qu'on pensait. Et il faut pas s'en étonner. Et c'est ça, en fait, aussi la science, hein. Moi, quand j'ai commencé à rééduquer des limbagos, je leur faisais faire des abdos parce que partout on m'a dit qu'il fallait leur faire des abdos. Bah quand même, petite boulette, hein, ça marche pas tant bien que ça. Et c'est plutôt dans l'autre sens que ça marche. Bah, tu sais, tu parlais de régénération des sols. Moi, j'aime bien donner comme exemple quelqu'un pour qui j'ai du respect parce que il s'est clairement planté, mais il Ouais, l'a avoué. Et en se plantant, en fait, il a voué sa vie à essayer de réparer son erreur. C'est Alan Savory. Donc, Alan d'accord. Savory, il a un institut qui est à Boulder, dans la ville où j'habite. C'est un Africain et à un moment donné, c'est un vrai écologiste. Il est engagé, hein, il veut lutter contre la désertification. Et dans son pays, il fait passer une loi par son gouvernement pour abattre des milliers d'éléphants qui seraient à l'origine de la désertification. On est dans les années 60. D'accord. Tous les éléphants sont massacrés sur l'égide de la lutte contre la désertification. Et il s'aperçoit que non seulement ça n'a pas solutionné le problème, ça l'a empiré. Bien joué, quoi. Et là, il se rend compte de son erreur. Pour lui, il a une dette par rapport à l'humanité, à la Terre, à la nature, qu'il voulait sauver. Il était animé par de bonnes intentions, mais son résultat, c'était un massacre. Point. Mmh. Du coup, il a commencé à étudier les sols, et c'est lui qui est un des pionniers sur l'agriculture régénérative. Alors, l'agriculture régénérative, c'est quoi? À la base, c'est très simple, c'est la nature. Donc, vous prenez par exemple des bisons aux États-Unis, il n'y a pas d'humains, enfin, il y a quelques Indiens qui sont des nomades, il n'y a pas d'agriculteurs, il n'y a pas d'occidentaux. Les bisons migrent dans les grandes plaines. Les bisons ont des prédateurs. Donc, les bisons sont en troupeau, serrés, ils mangent l'herbe et puis ils font caca à côté. Et à chaque instant, ils se déplacent en permanence. Et ça entretient une chaîne alimentaire qui régénère les sols. Donc, il faut que Mmh. l'herbe soit mangée et il faut que les excréments des animaux soient sur place. Et avec ça, c'était terminé. Vous n'avez plus de désertification. Vous avez une terre arable qui fait 2 mètres ou 3 mètres de profondeur. Et alors, du coup, il s'est vraiment intéressé à ça. Le principe est simple, hein. C'est qu'il faut partout dans le monde, partout où il y a de la désertification, utiliser des êtres humains pour entourer
Les animaux. C'est-à-dire, au lieu de les laisser, au lieu de mettre, par exemple, 40 vaches sur 50 hectares, eh ben, on fait des petits carrés d'1 ou 2 hectares. Les vaches, elles vont pâturer là aujourd'hui, puis demain, elles vont dans le carré d'à côté, etc. Donc, elles rasent complètement l'herbe, elles font caca sur place, et hop, après, elles vont au carré d'à côté. Et c'est ça l'agriculture régénérative. Et il a fait cet institut pour expliquer ça à tous les agriculteurs dans le monde. Et il a des résultats prodigieux parce qu'il y a des zones, par exemple, qui font des milliers d'hectares où ils ont utilisé sa technique. Le sol est vert, il y a beaucoup d'herbes, le sol est vivant, plein de petits insectes, de vers, etc. Et le propriétaire d'à côté qui n'a pas fait l'effort, lui, c'est le désert. Mais quand je dis le désert, c'est qu'ils ont perdu 1 mètre de sol qui s'est envolé avec le vent. C'est le désert. Catastrophe. Voilà. Donc, si vous avez un peu de temps, vous allez sur YouTube, vous cherchez Alan Savory. Il a fait une vidéo TEDx qui est super intéressante et qui est traduite en français, où il explique très bien tout ça. Donc, quand je peux en parler, j'en parle parce que l'agriculture régénérative, pour moi, c'est l'avenir de l'agriculture. L'agriculture intensive. Moi, j'ai été ouvrier agricole de ma jeunesse, je sais ce que c'est, les grandes plaines céréalières de la Brie. Ça, c'est terminé pour moi. On a un véritable avenir avec une agriculture intelligente qui prend soin de ses sols, avec des sols vivants, le moins d'intrants possible, voire plus d'intrants. Et les animaux sont au centre de ça. Voilà. Tous les animaux d'élevage, ça, c'est de l'élevage intelligent pour moi. Voilà. Je sais pas si tu l'avais déjà vu cette vidéo sur TEDx, mais je te conseille de la regarder. Pas du tout, mais j'avais regardé sur le sujet du sol. Il y a un livre en anglais Et il y en a plein ici aux introuvable. États-Unis, ça part vraiment dans tous les sens. C'est très dynamique. La régénération des sols, l'agriculture régénérative, c'est en plein boom. Ils font des élevages intelligents comme ça, de poules en plein air, de porcs en plein air, de bœufs en plein air. Ici, on peut avoir des porcs qui ne sont même pas vaccinés, hein. Alors qu'en France, ça serait impossible d'avoir un élevage avec des animaux non vaccinés, par exemple. Donc, il y a une vraie. Ils sont allés très très loin dans la production de merde, et je vais bien souligner de merde. Pour donner une idée, dans les grandes plaines, dans l'Ohio par exemple, où il y a beaucoup d'élevage, ils vendaient tellement le lait pas cher que ça coûtait moins cher à un éleveur d'aller au supermarché acheter du lait par bidon d'1 litre et le mettre dans son tank à lait plutôt que de traire ses propres vaches. Alors là, on voit qu'on a un monde stupide, quoi. On Ouais. a touché le fond. Au Canada, ils vident dans les champs des dizaines de milliers de litres de lait parce qu'au niveau des prix, ils n'arrivent même plus à s'en sortir. Donc, on a des gens qui travaillent. L'agriculture, c'est un travail dur. Les vaches, on ne met pas pause samedi et dimanche, hein. C'est 365 jours par an. C'est un travail dur. Ça nécessite de gagner sa vie, de ça. Et je pense que revenir à la qualité, revenir à des exploitations plus petites, des exploitations rentables, durables, c'est-à-dire qui n'épuisent pas les sols, qui respectent les conditions animales, pour moi, c'est l'avenir. Mhm. C'est intéressant tout ça, hein. Et puis il y avait le livre de André Voisin aussi, hein, en anglais, qu'on trouve plus du tout. À part des fois en PDF, ça traîne un peu, mais ouais, moi je n'avais pas du tout la connaissance là-dessus. Et ça, c'était aussi un des avantages de la diète cétogène, c'est que ça m'a un peu défocalisé de mon petit domaine bien précis. Mmh. Et ça m'aide aussi à relativiser des échecs thérapeutiques que je rencontre, parce que je me rends compte que finalement, dans mon rôle de kiné, j'ai finalement assez peu d'influence, parce que je maîtrise qu'un tout petit facteur dans toute une ribambelle de plein d'autres, comme on le disait, le sommeil, etc. Tout ça, c'est à la fois très complexe, mais très simple de comprendre qu'on fait partie d'un grand tout. Et pourtant, il y a des personnes très intelligentes, hein, de mon entourage. Là, j'ai un ami qui a essayé la diète cétogène. C'est un ingénieur, le mec, il est bardé de diplômes, il est franchement intelligent, c'est pas un idiot, mais il a rien compris, quoi. La diète cétogène, il a fait un kétoflux de compète, j'ai jamais vu ça, quoi. Moi, le kétoflux, je l'ai pas eu. J'ai eu peut-être 2 jours un petit peu mal à la tête, et lui, il était au bout de sa vie pendant 2 Tu semaines, quoi. faisais déjà attention au sel à ce moment-là? Pardon? Tu faisais déjà attention à tes apports de sel, de sodium, à ce moment-là? Bah, je pense que moi, ça s'est fait naturellement d'augmenter le sodium. Je n'ai Mmh mh. jamais vu ça. En fait, tout petit, mes meilleurs souvenirs culinaires, c'est ma grand-mère à la boucherie qui fait un signe au boucher et qui me donne un bout de cervelas, tu vois. C'est pas du tout le gosse que tu soudoies avec un carambar. Ouais. Donc pour moi, ce goût salé, il a jamais été mauvais. Mon frère, quand il était petit, il avait des grains de gros sel dans la poche et il en mangeait en cachette du sel.
Enfin, des trucs comme ça. C'est Donc, ça que j'ai tu es jamais passé vu complètement au ça. travers sans y faire particulièrement attention. Tu étais déjà probablement déjà un peu élevé en sodium et c'était Ça, bon. c'est pas impossible, ouais. Ouais. Mais alors lui, j'ai pas compris, quoi. Et pourtant, je lui dis, vraiment, regarde tes apports en sodium, mange assez salé et tout. Il n'y est pas arrivé. Et j'ai des gens aussi à l'inverse sur qui j'aurais pas parié, hein. J'ai un ami médecin, quand il a vu les résultats que j'avais eus personnellement, il m'a dit: «Ah mais qu'est-ce que tu as fait et tout?» Un mec qui bosse quand même depuis 40 ans, qui a une certaine connaissance, il a fait la diète cétogène, quoi. Il a fait la diète cétogène, il est en cétose, il a perdu plein de poids, il faisait plus de sport, il en refait, enfin il revit le type. Bah, j'en profite d'ailleurs, si vous êtes professionnel de la santé et que vous voulez apparaître sur notre liste, qu'on tient à la fois pour les médecins, mais aussi pour les naturopathes, pour l'accompagnement au régime cétogène, signalez-vous, vous allez sur notre site, il y a un formulaire de contact pour qu'on puisse vous lister parce qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent être accompagnés par un professionnel et aujourd'hui, ils sont encore rares en France. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Moi, par exemple, si aujourd'hui je disais, parce que je le dis pas, que je recommande une alimentation pauvre en glucides, on va me dire que je fais de l'exercice illégal de la médecine, quoi. Oui, bien Mais en sûr. fait, c'est pas moi qui le dis, c'est des études. Et Lesquels? ça, et ça c'est juste bizarre, quoi. Oui. Que il y a plein de sujets sur lesquels comme ça on pourrait rebondir, mais si tu lis la littérature, c'est assez évident. Et pourtant, je suis pas biostatisticien, c'est pas mon domaine d'expertise du tout. Mais quand tu lis un peu, que tu t'y intéresses, c'est trop gros Ah oui, pour mais se c'est juste pour énorme. se planter à ce point. Ouais, les gens ne se rendent pas compte de la masse de littérature qu'on a, y compris sur des sujets très très pointus, des maladies orphelines. Alors bien sûr, diabète de type 2, obésité, ok, ah, beaucoup. Un peu de maladies neurodégénératives, un peu de psychiatrie aussi. Il y a des gens qui sont en psychiatrie depuis 10, 20, 30 ans sous médicaments, syndrome bipolaire. On a vraiment une littérature très très dense, très très riche pour n'importe quel professionnel de santé qui veut accompagner une maladie, un patient avec le régime cétogène. On l'a. Ouais, il y a une Elle est pas à faire, littérature elle est dessus, déjà là. ouais. Ouais, donc c'est Et dommage. par contre, oui, en diète cétogène, il faut un peu, avoir envie d'apprendre. Oui, Ça vient pas tout seul, c'est pas tout prémâché, on va pas à Nature House acheter des compléments et on reçoit pas la nourriture qui arrive à la maison. C'est peut-être pour ça que ça prend pas, parce que finalement, c'est dans l'air du temps. oui, Hem, Quelque part, si, il y avait quelque chose comme Virtahealth qui se faisait ouais, en France, je ouais. pense que ça pourrait marcher. Alors Virta, pour rappel, c'est une start-up américaine fondée par Samin Kinen. Alors il y a tout un tas de fondateurs, Jeff Volek, Stephen Finney, etc. Et l'idée, c'était de faire une société de télémédecine, c'est-à-dire de médecine à distance, pour inverser le diabète de type 2. C'est-à-dire qu'ils ont tout un tas de coachs, tout un tas de médecins. Ils prennent en charge des gens qui sont touchés par un diabète de type 2, donc parfois depuis des décennies, qui sont sous médicaments, qui sont sous insuline. On leur propose un régime cétogène bien formulé pour inverser ça, donc perte de poids, inversion du diabète de type 2. Ils sont encadrés, ils ont une application, un abonnement mensuel et c'est même remboursé par les assurances de santé américaines. Donc c'est totalement officiel dans tous les États-Unis, société en milliards de dollars maintenant. Et en plus, ils ont une cohorte du coup absolument énorme et publient les chiffres régulièrement, tous les 6 mois, un an. Donc on sait ce qui se passe, combien de personnes ont inversé un diabète de type 2, n'ont plus d'insuline, etc. C'est juste génial. C'est clair que si ça arrivait en France, mais j'y crois pas trop parce que avec le monopole de la sécurité sociale, je vois pas comment ça pourrait arriver. Mais c'est super efficace. Et concrètement, c'est déjà là. On inverse massivement des milliers, des centaines de milliers de cas de diabète de type 2 juste avec une intervention nutritionnelle, régime cétogène. Et du coup, on coupe l'herbe sous le pied de plein de problèmes de santé, hein, parce que Tout ce qui va moi, avec. c Et moi, ce qui me fait les gens amputés, par exemple, ici aux États-Unis, c'est dramatique. Les gens qui perdent la bah, vue, tu sais, insuffisance en rénale. France, c'est On pareil, a hein. des chaînes ici aux États-Unis. J'avais pris une photo il n'y a pas très longtemps. On a des chaînes où les gens viennent pour les insuffisants rénaux. C'est tellement courant que c'est une chaîne qui est marketée comme si tu allais à Toys R Us, quoi. Tu vois. Et tu viens en insuffisance rénale certainement avant la transplantation parce que ça finit comme ça. C'est une vraie industrie de la maladie finalement tout ça. Ouais, C'est c'est pas un système complètement de dingue. santé, c'est un système de maladie. On crée des maladies pour vendre et la santé, elle rapporte pas grand-chose. Donc juste expliquer aux gens
qu'il faut qu'ils mangent moins de glucides, un peu plus de protéines, un peu plus de lipides. Ça rapporte pas grand-chose. Donc, Après, les lignes avaient l'air de bouger quand même, hein, parce que tu le dis et tu le sais mieux que moi, que l'Association américaine du diabète commençait à recommander justement la diète cétogène dans les c'était cas de diabète. leur dernier rapport, c'était la première fois où ils Ouais. l'évoquaient. C'est-à-dire que d'un côté, tu as une start-up en milliards de dollars, un truc énorme, hein, ils emploient des milliers de personnes en Californie et au Colorado, qui inverse massivement le diabète de type 2. Et l'association américaine contre le diabète, l'ADA, rien, ils n'en parlent pas. Sauf depuis le dernier rapport, où ils commencent à évoquer un petit peu l'utilisation du régime cétogène pour ça. Mais il faut bien comprendre que l'ADA est massivement financée par des producteurs de médicaments et d'insuline. Eli Mm. Lilly, je ne sais plus son nom, qui est l'entreprise danoise leader mondial dans l'insuline. Si tu veux, ici, le sujet, c'est d'essayer de faire un plafond sur les prix de l'insuline. Ce n'est pas délivrer les gens de leurs besoins en insuline. Tu vois le problème. La Mm. Californie, il y a quelques jours, ils ont voté une loi pour encore un nouveau plafond sur le prix de l'insuline. Il y a tellement de diabétiques qu'ils veulent que les producteurs ils arrêtent de monter les prix. Tu vois. Les assurances santé américaines, pour donner une idée, entre 2000 et 2023, les prix ont été multipliés par 3. 3. Et c'est massivement à cause de ces produits-là. On a un problème d'obésité dans le monde, mais aussi particulièrement aux États-Unis. Tu as un médicament qui s'appelle l'Ozempic, donc c'est un GLP-1 antagoniste, ça veut dire que c'est un médicament qui vient s'opposer à une hormone qui est produite par le corps. Bon, c'est 2 injections par mois, c'est $1 400 par mois. Et les gens sont censés perdre tout leur poids. Il y a des gens qui perdent 70 kilos en une année avec ça. Waouh, $1 400 par mois en 2 injections. Génial. Et en plus, tu n'as rien besoin de faire au niveau nutritionnel. Tu continues à bouffer de la merde. c'est top. C'est top. Le gros problème, c'est que là, les études elles commencent à tomber. Donc, tentative de suicide massive après, cancer de la thyroïde, etc. Perte de masse musculaire. Ça, c'est génial. Ils ont un record. Quand tu perds 2 kilos sous Ozempic, c'est 1 kilo de graisse et 1 kilo de muscle. Génial. Waouh. Mais ça coûte rien. Puis tu n'as pas d'effort. Tu n'as pas à chercher, tu n'as pas à faire la cuisine. Ouais, bah ouais, ouais. C'est le nouveau scandale sanitaire qui tout le monde va voir dans pas longtemps. Hein. L'Union européenne commence à penser à l'interdire. Donne une idée. Alors que le truc est sur le marché depuis 2 ans seulement. Hein. D'accord. Bah dis donc, pour qu'il se bouge, c'est que ça doit vraiment être un sacré désastre, hein. Prochain scandale. Ouais, Bon, je vais te impressionnant. laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui nous écoutent pour les encourager au régime cétogène, à considérer le régime cétogène? Et là, je vais faire un effort parce que chaque fois que je dis je te donne le mot de la fin, après je reparle. Ce qui est stupide, parce que si c'est un mot de la fin, je te donne le vrai mot de la fin. Le vrai mot de la fin, je dirais que c'est pas si difficile que ça. Par contre, encore une fois, il faut bien se documenter sur la chose, se faire conseiller par des personnes qui sont tout à fait relevantes dans le domaine, et que si on est bien accompagné, qu'on fait ça correctement, je pense pas que ce soit insurmontable. La preuve, j'y suis arrivé, hein, même si c'est pas vraiment un argument. Euh, pour moi, j'y vois l'occasion aussi de découvrir plein d'autres domaines auxquels je me serais probablement pas du tout intéressé. Hmm. Et donc ouais, il faut juste aimer être curieux et on découvre plein de choses. Eh ben, je te remercie beaucoup, Jean-Baptiste. Donc, j'invite tout le monde à s'abonner à cette chaîne YouTube parce que tu m'as dit à l'instant que ce n'était pas un argument, mais peut-être que 100 fois un truc qui n'est pas un argument, ça va en devenir un. Peut-être 1000 témoignages qui ne sont pas un argument vont en devenir un. Donc, suivez-nous parce qu'une vidéo par jour, ça va vite. Et vous allez voir que des réussites en régime cétogène, on en a beaucoup. Je te remercie beaucoup, Jean-Baptiste. Merci et un de ces quatre.